Amis téléspectateurs, bonsoir. L'une des problématiques les plus importantes adjacentes à celle de l'éducation est bien celle de l'orientation. L'orientation pouvant être perçue comme un ensemble de services visant à aider tous les citoyens, quel que soit leur âge, à prendre des décisions conscientes en termes d'éducation, de formation et de profession, à même de leur permettre de gérer leur carrière à toute étape de leur vie. Autour de cette question de l'orientation scolaire, deux logiques semblent se dégager. Les politiques publiques qui ne peuvent s'affranchir d'une logique gestionnaire de contrôle et de planification des flux d'élèves et d'étudiants dans le système éducatif d'une part, et les choix individuels, entendez, ceux des élèves eux-mêmes, des parents et des autres partenaires du système éducatif. Comment trouver un équilibre pour concilier les logiques propres au système et à celles des individus entre qualification et insertion, entre savoir et compétences? Quelle mission dévolue pour l'école en définitive? Ce sont toutes ces questions que nous allons pouvoir aborder dans ce numéro du débat technique. Et avec moi, j'ai Monsieur Gbemenou Komlan Maurice, expert en système d'information sur le marché du travail et promoteur de la bourse de l'emploi et de la formation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En face, nous avons monsieur Eddy Camille Koto, psychopédagogue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et enfin, le docteur Bruno Monchor, sociologue de la débrouille et de la défiance. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce numéro du débat technique. Bonsoir, c'est journaliste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous disiez rapidement, vous, monsieur Koto, comment en êtes-vous arrivé à votre spécialité de psychopédagogue? Une brève histoire de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a guidé, professeur? Merci. Ce qui m'a guidé, c'était simplement la passion que j'avais pour la chose éducative. À l'obtention de mon bac, série D, j'avais eu envie de me rendre utile au système éducatif à partir de ce qui pouvait me permettre, si je peux m'exprimer ainsi, de capitaliser toutes les ressources nécessaires pour orienter, aider les apprenants à mieux réussir leur scolarité, parce que moi-même déjà, j'avais connu un certain nombre de difficultés que j'ai voulu quand même éviter aux générations à venir après moi. Et donc c'est cela qui m'a motivé à aller vers les sciences de l'éducation. Il faut dire que j'avais eu la chance parce que c'était juste 3 ans avant que je n'obtienne le baccalauréat que cette filière a été ouverte sur le campus d'Abomey-Calavi. Et donc je n'ai pas eu autre choix que de m'inscrire en psychologie et sciences de l'éducation. Et au-delà de tout, il faut dire que j'avais cette passion de connaître et de découvrir de façon intrinsèque ce qu'est l'homme. Donc vous, votre passion, c'est d'orienter. Et d'orienter. D'orienter, d'éduquer, si je peux le dire. Okay. Monsieur Gbemenou. Ok, merci monsieur le journaliste. En fait, moi, je suis arrivé à ce niveau parce que c'est toute une histoire. Et vous devez comprendre que les diplômés des emplois, on ne s'occupait pas tellement d'eux. Donc quand nous, on avait fini l'université en 2000, et il fallait quand même s'organiser soi-même pour pouvoir se positionner sur donc, la thématique, pour amener les pouvoirs publics à écouter également donc, ceux qui vivaient donc, ces problèmes, parce que nous avions aussi des idées à partager. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par s'intéresser. Et nous nous sommes dit, ayant été victimes donc, de ce système qui n'oriente pas forcément, on étudiait seulement sans savoir forcément ce qu'il faut devenir, ou bien chacun choisit par rapport à ses sentiments, par rapport à ce que ses parents lui ont dit, etc. Bon, nous nous sommes dit, il faudrait qu'on soit quand même utile. Donc les erreurs que nous, bien, et les difficultés qu'on a connues, il ne faudrait pas que les générations futures les connaissent. C'est comme ça qu'on s'est lancé donc, sur la thématique de l'arrimage du système éducatif et du marché donc, du travail. Et ça fait déjà plus de 13 ans que nous sommes dans ce secteur. Docteur Bruno Monchor, la même question. Quelle est votre brève histoire? Merci. En fait, mon histoire, c'est l'histoire de tout étudiant, c'est l'histoire de tout parent, c'est l'histoire de nombre de Béninois qui ont choisi de faire des séries sans être responsables des séries qu'ils ont fait. Qui ont choisi des séries parce qu'il y a un parent qui aurait souhaité qu'on fasse cette série. Qui a fait des séries parce qu'il y a un grand frère qui a déjà un niveau intellectuel qui a dit il faut que cet enfant, mon frère, fasse telle série. Et c'est comme ça que notre politique éducative fonctionne.
Vous avez des gens qui choisissent par convenance d'amitié. Il y a des gens qui choisissent parce que c'est ce que leurs parents auraient souhaité qu'ils fassent. Il y a des gens qui ont choisi parce que les parents sont sûrs que lorsque mon enfant va faire telle série, il pourra s'en sortir et je pourrai le repositionner ou bien le positionner parce que j'ai des entrées ici. Et celui qui n'a personne va, ce qu'il lui dit, si c'est un ami qui fait ça, et lui aussi fait ça. Et finalement, on perd des valeurs et on se retrouve dans des séries où forcément on n'est pas dépositaire de ces séries. On s'arrime, on s'accommode par rapport aux exigences de ces séries. C'est comme ça, moi j'ai commencé la G2, je suis revenu à la FAGEP en son temps. Et après, je suis descendu à la sociologie et j'y suis actuellement. Vous voyez que ces trajectoires ne fait pas partie des trajectoires qu'il faut conseiller à quelqu'un. Moi, j'y suis actuellement. Oui, et je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de vous être retrouvé à la place où vous deviez être? Oui, et heureusement, parce que je me suis retrouvé à la place où je suis. Je ne sais pas si je fais honneur à mes étudiants, mais je pense que je ferai l'effort de leur donner le maximum de moi-même parce que je me suis retrouvé là où je suis actuellement. Et mieux, il y en a parmi eux, plusieurs parmi eux, qui ne se sont pas retrouvés à ce niveau, qui se sont inscrits parce qu'ils se sont inscrits, qui se sont inscrits parce qu'ils ont choisi des filières, parce que le système en amont comme en aval ne leur permet pas un suivi du point de vue des trajectoires, du point de vue des matières, du point de vue des performances au niveau de chaque matière pour que les enseignants qui les ont suivis du niveau à partir de la sixième jusqu'en troisième, à partir de la seconde jusqu'en en terminale, puissent leur dire, mais cet enfant, vous voudrez bien l'inscrire à tel niveau, dans telle série ou telle autre série. Et donc, à partir de la seconde en terminale, chacun choisit selon les convenances, selon les volontés des parents. Et mieux encore, parfois, celui qui n'a... Imaginez-moi, mon papa, il n'a pas été à l'école, maman n'a pas été à l'école. Donc, c'est ce que quelqu'un a dit, j'ai suivi. Il y en a qui ont suivi, qui ont rempli les fiches que le ministère ou bien que le DOB a demandé. Parce qu'il y a un camarade qui a dit, bon, moi je vais faire ci, et parce qu'on est ensemble, moi aussi j'ai choisi ça. C'est ça, c'est ce qui est actuellement en vogue. Restons sur cette question, logique de reproduction sociale, disons une logique de mimétisme. Comment vous analysez de votre position de psychopédagogue, vous qui vous confrontez à ces questions au quotidien, comment ça se décrit très concrètement? Logique de reproduction sociale ou je parlerai peut-être aussi de perpétuation de la profession. Vous savez, les parents se disent avec le monde de l'emploi de plus en plus serré, ils se disent qu'il leur faut forcément donner leur point de vue et pourquoi pas imposer leur veto pour orienter leurs enfants, histoire de lui éviter plus tard le chômage. Et c'est normal que lorsque je suis médecin aujourd'hui, je veuille que mon enfant soit médecin parce que, comme le docteur l'a dit, dans mon environnement, j'ai quand même des ouvertures pour le positionner où je suis douanier aujourd'hui, je suis magistrat. Je pense que j'ai quand même cette facilité demain à insérer mon enfant. Mais ce que les parents oublient aussi, c'est que mon enfant peut ne pas être bon médecin comme je l'ai été. Mon enfant peut ne pas être bon avocat comme je l'ai été. Et c'est de ce point de vue qu'il faut partir même de l'essence ou des critères qui doivent guider une orientation en bonne et due forme. Déjà dans notre système, il faut dire que nous ne faisons pas véritablement de l'orientation parce que orienter... On va y revenir sur le fonctionnement. Parlant alors de cet aspect de la question, les parents, par souci donc de perpétuer la profession, obligent leurs enfants à épouser des choix qui ne sont pas forcément dans, je vais dire, la passion ou dans le sens de ce que les enfants auraient voulu être. Déjà, les critères qu'il faut considérer. Le premier, c'est la passion qu'on a pour telle ou telle autre filière, pour tel ou tel autre domaine. Et Confucius dira, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, c'est important qu'avant tout choix, on soit
On se base sur ce que nous aimons, ce qui nous passionne. Et cela est lié intrinsèquement au projet de vie. Malheureusement, il se fait que nos jeunes n'ont pas véritablement de projet de vie. Et comme le docteur l'a dit, M. Gbemeno l'a signalé aussi, nous allons à l'école sans savoir ce que nous allons devenir. Et ça déjà, c'est un problème. Nous allons à l'école parce que les parents nous ont inscrits à l'école. Nous allons à l'école parce que nous avons vu le voisin d'à côté envoyer ses enfants à l'école. Mais au bout de rouleau, on doit être capable de se définir une orientation. Donc le premier élément, c'est la passion que nous avons pour tel ou tel autre domaine qui doit guider notre choix. Le deuxième élément, il s'agit des besoins du marché de l'emploi. On ne choisit pas aujourd'hui sa filière simplement parce que, et ça va aussi à l'endroit des parents. Les parents ne doivent pas orienter les enfants comptant seulement sur ce que eux ils sont. Ils doivent tenir compte des besoins du marché de l'emploi. On ne finit pas une formation universitaire pour chômer ou pour rester à la maison avec un diplôme sous les bras. Non, on finit la formation universitaire en espérant qu'on aura à faire. Le troisième élément, il s'agit des compétences ou plutôt du potentiel de l'enfant ou de l'apprenant. On ne peut pas vouloir faire par exemple la médecine, sachant qu'on n'est pas très bon en sciences, je veux dire en mathématiques, en PCT ou en SVT. Et donc, cet aspect aussi est à considérer. Et le dernier élément qui n'est pas aussi moins important que les autres, il s'agit bien évidemment de l'accompagnement que les parents pourraient accorder, puisqu'au-delà de tout, c'est ceux-là qui mettront à disposition les moyens financiers, les moyens économiques, matériels même, pour accompagner leur enfant. Est-ce qu'un parent a toujours tort de vouloir faire profiter d'abord de son expérience? Est-ce que parfois l'expérience des parents n'est pas un plus ou une valeur refuge pour les apprenants? Ok, merci monsieur le journaliste. Je pense que cette question, on peut l'aborder sous deux angles, positivement comme négativement. Vous savez, les enfants sont avec les parents tout le temps, et lorsque un parent est chanteur et traîne l'enfant dans les spectacles, etc., l'enfant avec des instruments à tout moment, l'enfant forcément a l'instinct, a tendance à faire comme donc son papa, c'est normal. Mais il faut reconnaître que à un niveau donné, il faut changer donc de cap. Pourquoi? Parce que en tant que parents, nous devons être très attentifs et observer nos enfants. Parce que ça part de là, pouvoir identifier en cet enfant quelles sont ses passions, quelles sont ses potentialités, qu'est-ce qui donc vers quoi il est tout le temps attiré. Et déjà, au bas âge, ça te permet, toi, parent, de pouvoir déjà déceler en cet enfant que celui-là, il est tout le temps au service de l'autre. Ça veut dire qu'un domaine de sens social, par exemple, ou bien d'assistance sociale, ça peut l'intéresser. Ok, lui, il cherche tout le temps à fouiller les radios, à voir ce qui est derrière, pourquoi, quand on parle là, on écoute. Donc, c'est déjà des curiosités qu'on doit pouvoir identifier au niveau donc, des enfants. Donc, l'accompagnement, donc c'est pour revenir à votre question en disant que ça peut influencer positivement les enfants comme ça peut influencer négativement. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a un grand cadre de ce pays, ancien recteur de l'université, dont la fille a eu le bac brillamment. Parce que il est médecin, chirurgien, il a voulu forcément que sa fille fasse la médecine. Il a tout fait pour inscrire la fille en médecine. La fille a perdu 2 ans. La fille voulait faire l'INE, c'est-à-dire l'ENEAM d'aujourd'hui. Je vous jure, quand la fille a raté les 2 ans à la faculté des sciences de la santé, elle est venue, elle a été major de sa promotion en première année à l'ENAM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce parent, voulant coûte que coûte imposer sa profession, bien sûr, l'orientation de la fille, en calquant ça sur sa profession, a perdu du coup 2 ans dans la vie donc, de ces derniers. Donc, ça revient à ce que on doit faire l'examen, je ne sais pas, SWOT de l'enfant. C'est-à-dire chacun doit voir ses forces, ses faiblesses, les menaces qu'il y a autour de lui et les opportunités que le monde du travail lui offre. Et c'est le parent doit pouvoir coacher les enfants en tenant compte de tous ces paramètres pour pouvoir dire, ok, moi je suis médecin, je suis comptable, c'est bien, il faut voir si tes compétences, tes aptitudes te permettent donc de s'orienter dans ça et on doit pouvoir donc les guider. Moi qui vous parle ici, moi j'ai failli faire, et si je dois suivre mon grand frère, il doit faire l'économie. Et j'avais un bac D,
avec au moins 15 de moyenne en physique, etc. Et pour lui, comme il était déjà à la banque, moi je devais faire l'économie. Mais je vous assure, c'est à l'inscription que j'ai changé de filière. Parce que ce qui me passionne, c'est la géographie. Moi, je veux comprendre le fonctionnement du monde, comment les nuages fonctionnent, etc. Donc, j'avais une passion pour la SECNA. Et c'est ça qui me motivait tout le temps. Mais le jour, lui m'a tellement coaché que je devais aller m'inscrire en SE. Et quand on est allé pour nous inscrire, quand j'ai vu le rang de SE, j'ai fait un tour en géographie avec personne. Moi, j'ai choisi. Ce qui a fait que la manière dont on devait m'accompagner dans mon cursus universitaire, ça n'a pas été le cas. Mais Dieu merci, on s'est battu pour être là où nous sommes. Donc ça veut dire que chacun a une histoire par rapport à l'orientation. Et nous devons demander aux parents. Parce que nous, on a été déjà victimes. Et on ne doit plus permettre à ce que... Parce que le monde du marché se rétrécit de jour en jour. Donc on doit tenir compte de tous ces paramètres pour qu'aujourd'hui, on donne l'ouverture aux enfants pour qu'ils se positionnent mieux. Oui, là vous avez touché du doigt un point important, le marché du travail. On reste toujours sur les choix individuels, donc les choix des parents, l'influence de la société, et ainsi de suite. Mais est-ce que ce choix, cette orientation peut se prémunir de la réalité du marché du travail? Est-ce que la passion, l'envie, les compétences, le potentiel des apprenants s'accommodent aussi facilement, aussi librement de l'impératif de trouver un travail qui rémunère et qui fasse vivre l'individu? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, on a un système éducatif bancal. Ce système ne prévoit pas de l'orientation dès le bas âge ou bien dès le niveau minimal, au point où il n'y a pas de suivi. Et on fait du saupoudrage. Et chaque acteur tient compte de ses opportunités, mais sans penser aux menaces, sans penser aux faiblesses, sans penser aux compétences, sans penser à ce que l'enfant pouvait faire. C'est-à-dire en termes de résistance par rapport à tel ou tel. Quand l'enfant va se retrouver dans telle filière, l'enfant pourra s'en sortir. On ne regarde pas ça. Et donc, on a un système bancal qui fonctionne à volo. Et c'est ça qui donne la prééminence aux parents de pouvoir orienter les enfants dans le secteur ou bien dans la série où ils savent que cet enfant, quand il va sortir, ils vont le positionner à tel endroit, parce qu'ils ont des opportunités dans cette série ou bien dans cette filière. Et c'est ça. Malheureusement, ça ne devrait pas être le problème. Il a donné l'exemple de quelqu'un. Moi, j'ai également l'exemple d'un ministre de ce pays. Mais sa fille dit que lui veut que sa fille fasse la FSS. La fille a fait la FSS. La fille a échoué. Ils ont dit, mais il ne peut pas échouer. Comment on fait? Il dit, mais est-ce qu'on a la possibilité de lui organiser une session spéciale? Il a dit, non. Ces gens-là sont tellement très respectueux. Il dit, non. Si on doit faire ça à tout le monde. Mais quelqu'un a dit, mais appelons la fille. Et on peut échanger avec la fille la pédagogie ou l'éducation ou la psychologie pour voir, mais est-ce que cet enfant... L'enfant dit, mais si je peux échouer, faites tout possible que j'échoue. Je ne veux pas faire la FSS. Ah bon? Mais comment ça? Oui, je ne veux pas faire. Si je veux échouer, être renvoyé, faites-moi ça. Je ne peux pas dire ça à mon papa. Voilà un peu les situations. À quel moment le système permet aux enfants de se positionner ou bien qu'on échange avec les enfants pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent. Mais c'est un problème social. Et il va falloir que, vous avez parlé de deux logiques, les politiques publiques et le choix individuel. À quel moment le choix individuel prend le dessus sur la politique publique, ou bien à quel moment les politiques publiques, au regard de ce que recherche l'État par rapport aux valeurs, orientent les enfants ou les étudiants, les futurs étudiants, dans une filière. Dans ce pays, en 2016, on a eu le premier du Bénin qui a voulu faire une formation, on ne lui a pas donné ça. À quel moment? Moi, je n'ai pas eu la mention. D'accord, je dis ça, mais je n'ai pas eu la mention, mais je respecte celui qui a la mention au bac. Et qu'est-ce que l'État promeut pour cet enfant pour pouvoir poursuivre dans la dynamique de ce qu'il aurait souhaité? Mais si ce n'est pas le cas, si l'enfant là a un parent qui aurait souhaité qu'il fasse
l'EPAC, qui aurait souhaité qu'il fasse l'ENAM, qui aurait souhaité qu'il fasse l'ENEAM, ainsi de suite, ou bien la FACH, ou bien la FLAC. Vous voulez que l'enfant là aille faire ça, tant bien même que cela ne soit pas ce qu'il aurait souhaité. Donc, tout revient à la politique ou aux différentes politiques publiques mises en place pour permettre à ces enfants de pouvoir faire ce qui pourrait permettre à l'État de capitaliser et d'atteindre un certain niveau de développement. Oui, justement, vous avez bien résumé le cœur du débat. À quel moment les politiques publiques convergent avec les choix individuels? Parce que n'oublions pas qu'un État, au-delà de pouvoir satisfaire, de pouvoir orienter convenablement les apprenants, de pouvoir satisfaire un tant soit peu leurs besoins, leurs envies, j'ai envie de dire tous leurs besoins et tous leurs envies, à l'autre doit tenir aussi, doit faire un certain équilibre avec ce que ce même État offre en termes d'opportunités de sortie. Comment un État peut raisonnablement arriver à trouver cet équilibre pour permettre un temps soit peu aux apprenants, aux différents partenaires, apprenants, parents, enseignants, de converger vers une solution qui satisfasse un peu tout le monde. Oui. Vous voulez répondre? En fait, c'est d'abord une question, comme le docteur l'a dit. Oui, parce que, juste pour éclairer, parce que on ne peut pas laisser raisonnablement tout le monde faire ce dont il a envie de faire. Ça, c'est le pays idéal. Tout apprenant, bon, je veux être peintre, donc je suis peintre, je veux être ci, je veux être ça. À quel moment un État, quel est le curseur? Nous partons déjà même des curricula de formation. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, il se fait que nous n'avons pas un système éducatif adapté à nos réalités. Si bien que nous formons des enfants. Oui, mais quelle est notre réalité? Parce qu'on a toujours dit ça. Oui, tout le monde a toujours dit ça. La réalité, c'est que vous formez par exemple des étudiants ou des bacheliers. Oui. Vous avez des bacheliers qui ont fait la série B. Oui. Et nous pensons que ceux qui ont fait la série B sont plus disposés à faire l'économie, mais c'est faux. Parce qu'en sciences économiques, c'est les mathématiques qui sont dominantes. Oui. Et donc, nous formons malheureusement les apprenants pour des séries qui n'ont pas un prolongement compte tenu des besoins que nous aurions souhaité. Je parlais de besoins. Vous savez, quand je parle de curricula de formation, c'est que nous devons pouvoir adapter ce que nous enseignons à l'école aux besoins de notre pays, à telle enseigne que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous ayons la possibilité de dire, voilà, le Bénin a besoin d'ingénieurs dans tel domaine, ce problème est résolu. Le Bénin a besoin de médecins dans telle spécialité, ce problème est résolu. Récemment, j'étais quand même un peu déçu de savoir que depuis 1960 jusqu'à ce jour, il existe dans notre pays des spécialités, ou plutôt des soins que les médecins béninois ne sont pas en mesure d'apporter ou de donner. De 1960 à 2020. C'est bien que lorsque des Béninois tombent malades ou connaissent des difficultés sanitaires dans ces aspects-là, on soit encore obligé de les évacuer. Vous savez, et donc l'État peut prévoir, il doit avoir un plan d'orientation des métiers dont nous faisons la promotion, des métiers que nous pensons pouvoir relever notre pays sur tous les plans dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Et c'est cela qui permettra de renforcer les formations en partant même de la révision des curricula de formation. On ne peut pas continuer de foutre tout le monde ou tous les apprenants dans l'enseignement général alors que nous avons de plus en plus besoin de renforcer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je pense que le ministère est en train de faire un travail dans ce sens, mais cela doit être accentué. La création des lycées. Vous savez, c'est quand même parfois désolant ou humiliant de savoir que pour construire les voies chez nous, pour construire les routes au Bénin, nous avons toujours besoin de solliciter les Chinois. Je ne leur en veux pas. Mais est-ce à dire que les Béninois aujourd'hui qui ont fait le génie civil, qui ont fait des formations au lycée technique Koulibaly ne sont pas en mesure de conduire des travaux de construction de routes? Point d'interrogation. Et donc c'est se basant en fait sur les besoins de notre pays que nous devons pouvoir revoir les curricula de formation et former nos apprenants conséquemment pour qu'en fin de cycle, en fin de formation, nous soyons en mesure de dire, voilà, aujourd'hui le Bénin dispose de spécialistes dans tel ou tel autre domaine et donc
nous ne serons plus obligés de solliciter les compétences ailleurs. Et donc, partant des curricula de formation, le deuxième niveau d'intervention, c'est qu'on puisse assurer une belle orientation. C'est vrai, vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans toutes les filières. On ne peut pas laisser les individus ou les apprenants s'inscrire là où ils veulent, sans tenir compte des besoins véritables du pays. Et sans vouloir vous arrêter, quand on compartimente déjà, quand on dit qu'un État comme ce qui est en train de l'orientation qu'on entreperçoit en ce moment, c'est-à-dire qu'on fait la promotion des filières professionnelles. Oui. Ça veut dire quelque part, qu'on le veuille ou non, on contrarie quand même une part des aspirations d'un certain type d'apprenant. Oui. On oriente forcément. Donc, une orientation qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. On contrarie quand même les envies. Donc, on n'est pas dans donc je veux faire ci, donc je dois pouvoir le faire. Oui. Donc, juste cette précision pour continuer. Bien sûr, ça se fait déjà. Nous encourageons les politiques publiques dans ce sens. Mais parlant de l'orientation véritable, vous savez, dans notre système, il se fait que malheureusement, nous n'orientons pas. Nous faisons ce que je pourrais appeler une information. Parce que orienter, c'est en début de cycle qu'on le fait. Lorsque l'enfant doit commencer... À quel niveau? À quel niveau déjà? Déjà, ça commence à la maison. Vous savez, les parents, le docteur l'a dit, les parents sont les personnes qui maîtrisent mieux leurs enfants. On les observe depuis leur tendre enfance. On voit un peu dans quel domaine ils sont très éveillés. Qu'est-ce qui les passionne? Et M. Gbemeno l'a dit, lorsque l'enfant, par exemple, à la maison est déjà un touche-à-tout, on doit déjà prévenir l'orientation future. Lorsque l'enfant est toujours collé à sa maman, quand cette dernière se trouve à la cuisine, on doit déjà imaginer dans quel sens l'orienter. C'est scientifique, ça? Bien sûr, c'est scientifique parce que je parlais plutôt de la passion. Un enfant qui est passionné pour la cuisine, on peut l'orienter dans la restauration et dans l'hôtellerie. Ce n'est pas dit que c'est mauvais, parce que c'est la passion qui forge en fait la carrière future. Et donc, les parents ont le premier rôle à jouer. Ensuite, l'administration scolaire, en ce sens où on doit pouvoir tenir compte des performances individuelles de l'apprenant à l'école pour l'orienter. Et il se fait que chez nous, pour orienter les apprenants aujourd'hui, on tient compte de leur moyenne ou de leur performance en mathématiques et en PCT. On pense qu'ils sont bons pour la C, ou plutôt s'ils sont meilleurs en français ou dans les matières littéraires, on pense qu'ils sont bons pour faire les séries A ou les séries B. Voilà, la sélection par les notes. Cela ne suffit pas. Moi, je pense que pour orienter efficacement un apprenant, lui-même, il doit être présent. C'est que le concerné, on peut orienter un apprenant en son absence, ce n'est pas possible. L'apprenant doit être au cœur même de l'orientation. L'orientation d'une salle de classe ou d'un effectif de 30 élèves peut prendre toute une journée. On doit pouvoir échanger avec eux en présence de leurs parents. Donc l'apprenant est présent, le parent est présent, l'administration scolaire est là et le psychologue de l'orientation doit être présent aussi. Les parents sont là pour donner les informations liées au fonctionnement ou aux habitudes de l'enfant à la maison. Les enseignants sont présents, en l'occurrence le professeur principal, pour donner les précisions quant aux performances réalisées par l'apprenant en classe. L'administration scolaire, bien évidemment, pour valider, mais l'enfant aussi doit parler ou doit évoquer ses ambitions, son projet de vie, ses aspirations futures pour embrasser telle ou telle autre carrière. Et ce que nous faisons aujourd'hui chez nous, c'est que nous donnons des fiches, et là j'ai un exemplaire de fiches, nous distribuons ces fiches-là aux apprenants qui atteignent la classe de terminale en début d'année avant le dépôt des dossiers. Il y a des filières qui sont inscrites, on leur demande de choisir. Mais sur quelle base opèrent-ils ces choix? Ils n'ont aucune information préalable pour savoir que lorsque je choisis par exemple de faire administration générale, voilà quels sont les débouchés. Lorsque je choisis de faire la sociologie, l'anthropologie comme le docteur, voilà quels sont les débouchés. Ils n'ont aucune information en amont. On leur demande juste de choisir, si bien qu'aujourd'hui, le ministère se retrouve dans, je dirais, bon, un retour en arrière, parce qu'après le bac, on demande aux apprenants ou aux candidats au nouveau bachelier de confirmer ou d'infirmer leur choix, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont choisi sans aucune orientation, sans aucune précision. Il y en a qui ont choisi, comme le docteur l'a dit, ou M. Gbemeno l'a rappelé aussi, parce que le camarade d'à côté a choisi de faire la médecine, on choisit de faire la médecine. Et donc, je pense que l'orientation doit être revue. Déjà, dans notre système éducatif, l'orientation n'est prévue en bonne et due forme à aucun endroit. Il n'y a pas de l'orientation véritable. Actuellement, c'est la semaine de l'orientation dans les universités du Bénin qui a commencé ce jour et qui prend fin le vendredi. Mais je n'appelle pas ça orientation, c'est de l'information. On communique juste,
aux futurs étudiants les filières disponibles et les débouchés que ces filières offrent. Mais il y a un travail en amont qui a été raté. Ok. Monsieur Gbemenou, Oui. Pour compléter un peu Oui. le tableau présenté par... Oui. Non, en fait, je reviens au cœur du débat. On parle donc de quoi? Des politiques publiques et puis le choix individuel. Vous savez, c'est délicat. Lorsqu'on parle des politiques publiques, nous sommes dans un système, c'est-à-dire le Bénin, on sait qu'on a fait une étude nationale de perspective à long terme, à l'AFIA 2025, etc. Mais est-ce que c'est maintenant, récemment, qu'on a eu un plan national de développement? Les politiques publiques devaient s'inscrire dans le temps. Non, on en a eu. Il y en a eu actualisé, mais on etc. en a eu. Mais aujourd'hui, avec, disons, les régimes qui se succèdent, est-ce que ça s'impose à un régime de s'inscrire dans un plan national de développement? Donc, il y a les fondamentaux qu'il faut corriger d'abord en matière de développement dans notre pays. Moi, je pense qu'un plan national de développement qui est établi sur 10 ans ou bien sur 15 ans, lorsqu'on peut en faire une loi, de sorte que les différents régimes qui vont venir doivent pouvoir s'inscrire dans la durée. Ça, c'est un premier postulat derrière qu'on fait. Deuxième élément, le marché, les politiques publiques que nous avons aujourd'hui tiennent compte des domaines d'investissement public. C'est-à-dire, quand je prends le programme d'action du gouvernement, c'est le programme d'action du gouvernement. Il y a le programme de croissance pour le développement durable. Il y a les différentes politiques sectorielles, la politique de l'emploi, la politique de l'éducation, etc. Mais pourquoi aujourd'hui l'État béninois, la politique publique aujourd'hui en matière de l'éducation, c'est quoi? C'est la formation professionnelle, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et pourquoi l'État prend cette option? Nous, on a travaillé sur ces documents. C'est parce que lorsque vous faites, il y a une étude que le BIT a réalisée au Bénin en 2016, 2015, 2016 qui s'appelle ETVA. C'est-à-dire l'enquête sur la trajectoire dans la vie active. Lorsque vous lisez les résultats de cette étude, vous constatez clairement que ceux qui ont fait l'enseignement technique et la formation professionnelle s'insèrent beaucoup plus facilement dans le tissu économique en matière de l'emploi, l'employabilité des jeunes que ceux qui ont fait l'enseignement général. Alors, lorsque vous prenez le pourcentage, c'est le jour et la nuit. Donc, ce régime, on n'a pas discuté avec le président de la République ou bien les ministres, mais nous nous sommes dit que forcément, les cadres qui ont travaillé, parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, on a travaillé sur ces documents, c'est pour régler un problème du chômage, que la politique publique aujourd'hui est beaucoup plus orientée vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que quand on suit les deux cohortes et on vient à la fin donc du cursus universitaire ou bien scolaire, on constate que ceux qui ont une formation technique s'insèrent beaucoup plus facilement que ceux qui ont fait l'enseignement général. Donc, ça également, c'est un constat qu'il faut faire. Troisième élément donc d'analyse, c'est quoi? C'est par exemple le projet de vie personnelle de l'individu lui-même. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, l'individu même choisisse, c'est-à-dire lui-même décide de s'orienter dans telle ou telle filière. On a besoin des juristes, on a besoin des linguistes, on a besoin des sociologues, etc. Mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste, moi je pense que le choix individuel doit tenir compte de tout ce dont on parle depuis et chacun à un moment donné. On a déjà dit que depuis la maternelle, on suit l'enfant par rapport, disons, à ce qu'il attire, à ses passions, etc. Moi, il ne faut pas travailler, on ne travaille pas pour l'argent en fait. Si vous travaillez pour l'argent, vous avez biaisé. Vous travaillez d'abord pour votre propre satisfaction morale. Parce que c'est dans la satisfaction morale que vous avez, c'est ce que Constitution a dit, tu as rappelé ça. Lorsque tu travailles, tu choisis un travail que tu aimes là, tu n'auras pas de travail. C'est-à-dire tu travailles, mais tu ne déploies pas d'efforts. Tu es heureux dedans. Et tu dois avoir les retours. Donc aujourd'hui, ce qui est important, le jeune à un moment donné doit avoir un projet professionnel, personnel. Et ça, c'est compte tenu de toute l'éducation qu'il a reçue, les milieux dans lesquels il a circulé, ce que l'État, les télés, même les télévisions lui offrent, tout ça là, qui va dire, ok, moi, j'ai envie de devenir telle chose dans la vie et je dois m'inscrire dans cette logique. Et il faut qu'il trouve de l'accompagnement pour ce faire. Et donc, au finish, nous pensons aujourd'hui qu'il faut quand même former l'homme et ne pas former pour, disons, soit pour l'emploi, pour avoir les diplômes. Il faut former l'homme. L'homme en tant qu'un être grand taché.
De sorte que lorsque tu fais même la sociologie, tu fais la linguistique, tu fais le droit, n'importe quelle filière, tu dois pouvoir t'en sortir dans la vie lorsqu'on te dépose n'importe où. Parce qu'il ne peut pas y avoir de filière spécifique. Ceux qui ont défini la politique aujourd'hui, même s'ils font 10 ans, un jour, ils vont quitter. Un autre régime va venir et va tracer encore une autre orientation pour le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les curricula de formation qu'on a établis pour positionner, et disons, les apprenants dans une logique de 50, 10 ans, il faut revoir tout ça là à zéro. Ce n'est pas aussi facile. Le psychologue est là, il va nous dire, ce n'est pas une affaire de 5 ans, de 10 ans. Dès que tu entames ce cursus, ça veut dire que c'est un travail de longue haleine pour qu'on puisse. Parce que tu fais d'abord les 2 ans à la maternelle, tu fais 6 ans au primaire, tu fais 3 ans, disons 7 ans au secondaire, et tu vas faire 4 ans, 5 ans aujourd'hui à l'université. Donc ça fait pratiquement 18 à 20 ans. Donc moi je pense que la réflexion, c'est que les politiques publiques sont là, on ne peut rien, mais pour renforcer ces politiques publiques, il faut des lois qui imposent ces orientations aux différents régimes successifs, de sorte que sur la durée, sur 20 ans, sur 25 ans, le Bénin qu'on veut, le type de Béninois qu'on veut, le Bénin qu'on veut avoir dans 30 ans, dans 50 ans là, on doit pouvoir le définir. Quels sont les profils dont on aura besoin dans ce temps? Combien on aura? Tel qu'on forme les gens à l'ENAM là, vous pensez qu'on en a besoin? L'ENAM, c'est les communes de l'État. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu des catastrophes humanitaires où il n'y a plus de cadres, que les gens ont créé ces filets pour former les administrateurs. Est-ce que le Bénin a besoin si tant d'administrateurs aujourd'hui? Donc c'est à nous de voir. Est-ce qu'on en a besoin 5 ou 10? Là, on sélectionne, on sait que on forme sur la d'office quand ils finissent, il doit pouvoir s'insérer. Et quand vous formez 1000, il n'a pas appris autre chose que l'administration publique, il va trouver l'emploi où? Il sera au chômage. Docteur Bruno Montjon, comment, pour rester pratiquement sur la même question, comment un État qui est forcément dans une logique, qu'on le veuille ou non, de gestion, d'orientation des flux, parce que de façon très concrète et de façon très pragmatique, au-delà de tout ce qu'on a dit, l'État, pour chaque année, a déjà une logique de répartition, une logique de flux d'étudiants à gérer, une logique de moyens, une logique de distribution, d'allocation de ressources, et de l'autre côté, une logique aussi de gestion d'offres du marché du travail, ainsi de suite. Comment un État raisonnablement peut accommoder tout cela avec les désirata des individus pris dans leur singularité? Merci beaucoup. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne dépend pas du gouvernement actuel, les gouvernements passés, mais il y a un processus, la politique éducative est implémentée par le gouvernement, est implémentée par l'État central. L'État central, oui. D'accord. Nous avons choisi, nous avons opté pour la politique du système LMD, qui a des principes, qui a des préoccupations, qui a des implications, qui a des exigences. Je peux vous dire, du 8 au 10 passé, malgré que nous soyons en congé, le doyen de notre faculté, de la faculté des sciences humaines et sociales, le professeur Odile Dossou-Guédégué, a appelé tous les enseignants à réfléchir sur les offres de formation, à réviser, à une relecture des offres de formation pour répondre non seulement aux exigences du marché, mais également aux exigences du système LMD. Et nous avons fait 3 jours, de 8h à 17h minimum, sinon certains sont allés jusqu'à 20h, pour réfléchir à l'arrimage de ce qui est les réalités, de ce qui constitue les réalités du terrain, et comment il faut réadapter les curricula par rapport à ce qui doit être pour que les étudiants ou les diplômés sortis de nos facultés répondent aux aspirations du marché de l'emploi. Vous voyez, certains pensent que ceux qui font les écoles, ce sont eux-là qui peuvent faire tout. Non, c'est faux. Il y a également, aujourd'hui, l'arrimage par rapport à ce qui se fait dans les facultés. Et ceux qui pensent que les facultés doivent disparaître. Oui, justement, je suis afin de poser cette question. La promotion des circuits professionnels.
on oppose ça souvent, même si on ne le dit pas, on oppose souvent, on dit, même dans le langage qui nous échappe parfois, on dit enseignement général, enseignement général. Donc les facultés sont dans le viseur, parce que qu'on le veuille ou non, de façon imputative, on voit les facultés comme un déversoir naturel de tous ceux qui n'ont pas pu s'insérer, et ainsi de suite. Donc il y a cette réalité sociologique quand même qu'on ne peut pas nier. On ne dit pas que c'est ça la réalité, mais bon, c'est comme ça que ça se perçoit et on a l'impression que voilà, il faut créer des filières professionnelles, voilà, pour désengorger les universités, pour faire ci, pour faire ça. Vous savez, il y a plusieurs exigences. En première année de sociologie, l'année passée, ceux qui ont réellement composé et qui ont eu leurs résultats, ça fait 3877. D'accord. En géographie, ils sont près de 6000. D'accord. J'imagine que il y a sur l'université d'Abomey Calavi. Oui, c'est ça, c'est Calavi seulement. Oui. Je ne parle pas d'Adjara, je ne parle pas de Parakou, je ne parle pas de Luna, je ne parle pas d'Abomey. Je parle de Calavi simplement. Et vous imaginez, s'il n'y avait pas ces formations, ces enfants vont se retrouver où? Il y a également la question de moyens. Est-ce que les parents ont les moyens de les envoyer dans les écoles? Et lorsque on va commencer par mettre tout le monde dans les écoles, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir, où ces enfants, quand ils vont sortir, s'ils pourront se trouver, le marché est rétréci. Il n'y a pas un espace élastique pour ces marchés. Quand on parle de marché de l'emploi, le marché de l'emploi n'est pas rétréci. D'accord? N'est pas élastique, pardon, mais ce marché de l'emploi est constante. Et donc, par conséquent, tout un chacun de nous, quand on sort, on dit, ah, il faut faire une filière professionnelle, nous on les regarde. Quand ils vont sortir, ils ne pourront pas. Vous avez vu la question de comment il y a de la reproduction sociale dans les métiers par rapport à ce que les enfants font. Quand tout le monde fait la même chose, le retour c'est quoi? Ça donne quoi? Et donc, nous, le travail qui se fait dans les facultés, je parle de ce que je connais, c'est que c'est un travail formidable pour s'arrimer à. Parce que nous avons l'obligation d'accompagner les politiques publiques, de faire en sorte que les politiques publiques tiennent compte des obligations, des réalités du terrain. Et quand moi j'ai donné des recommandations à au moins près de 7 de mes étudiants, même dans les pays développés, ils recherchent aujourd'hui, ils donnent plus de les bourses de formation à ces étudiants qui ont fait la philo, la socio, la géographie, parce qu'ils n'en trouvent pas chez eux. Vous voyez, c'est un retour et que nous ne percevons pas. J'ai au moins près de 3 étudiants qui ont eu des possibilités de bourse pour faire la philo, pour faire la géographie, pour faire la sociologie, dans toutes ses formes, sociologie de la santé, sociologie de la culture, sociologie du développement, ainsi de suite. Et donc, les autres qui sont dans des filières professionnelles n'en ont pas trouvé. Ce n'est pas qu'on va décourager. Si le flux va vers un niveau, c'est que les autres flux, les autres niveaux se retrouvent à une position où on les préfère plus que là où il y a plus d'affluence. C'est un débat où l'Afrique, malheureusement, sinon le Bénin, se retrouve à un niveau où nous sommes dans du mimétisme. C'est ce que les autres ont fait, ils envoient ça et nous expérimentons. D'accord? Et on ne fait pas la promotion des valeurs. Il y a des gens, moi j'ai un collègue qui si on doit tenir compte de son bulletin de notes, il a mention passable, c'est qu'il ne peut jamais faire les PAC. Mais parce qu'on a dit, il faut faire le concours, il a passé le concours, il est le premier. Il a été le premier. Il a été le premier qui a eu son doctorat en génie civil à l'université d'Abomey Calavi. Vous imaginez, à un certain moment, moi je m'insurge contre le fait qu'on dise que si tu n'as pas tel bac, si tu n'as pas telle mention, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Au Burkina, au Niger, tout le monde peut faire la faculté en première année, à la faculté de médecine. Mais c'est au finish, on veut 20 personnes, on veut 50 personnes. Et ce sont les meilleurs qui passent. La personne peut ne pas avoir mention très bien, très honorable, mais elle peut réussir parce que cette personne se retrouve ou ce que cette personne fait, parce que cette filière, la personne s'est retrouvée dedans et a travaillé. Ce n'est pas parce que sa mention de 3 jours ou le fait qu'il a fait 3 jours qui détermine, de composition, qui détermine ce qu'il est ou ce qu'il peut être. Vous voyez, c'est un débat. Donc les critères de sélection sont à questionner.
les critères de sélection, même mes supérieurs hiérarchiques, ils savent que moi, je combats ça. Parce que si on m'avait dit que celui qui devait faire la G2 ne peut pas faire la socio, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je pourrais peut-être être utile au champ, peut-être meilleur, mais je suis peut-être un peu utile aujourd'hui. Et donc, la question de la sélection, le système doit permettre aux gens de s'apercevoir que ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas ici parce que au finish, je me rends compte que je ne suis pas ici. Mais les critères de sélection disent qu'il faut avoir 15 dans telle matière, 17 dans telle matière. Quelqu'un peut ne pas être excellent dans cette matière, mais le simple fait qu'il ait au moins traité l'exercice au bac, qui est sorti au bac, peut le prévaloir être meilleur dans cette matière. Il y a les surdoués. Il y a ceux qui sont impeccables dans toutes les matières. On vous dira qu'il n'y a pas forcément, on vous dira pour le psychopédagogue, on vous dira seulement qu'il n'y a pas que seul le résultat du bac ne compte pas. Il y a le parcours scolaire, les bulletins de l'année. Ah mais non, je vous dis qu'aujourd'hui, le système en amont comme en aval ne tient pas compte du parcours, des trajectoires des étudiants, des élèves jusqu'au niveau de leur bac. J'attends que le contraire me soit prouvé, mais jusqu'à là où je vous parle, ce n'est pas ça. Et donc par conséquent, dans les pays développés en France, c'est quand on va au bac pour chercher sa mention. D'accord? On va au bac pour avoir la mention. Mais on ne va pas au bac parce que c'est aujourd'hui qu'on s'est découvert. Donc, finalement, est-ce qu'on tient compte des moyennes du niveau? Et c'est là où je dis, aujourd'hui, je tire un coup de chapeau par rapport aux différentes réformes qui sont faites. Le système excusez-moi, du master, comment on appelle? Du master où on a la possibilité de voir, de suivre l'étude. Et ça, pour la trajectoire de l'enfant. Et ça, il faut encourager ça. Et pour l'encouragement, c'est qu'on va décourager ceux-là qui mettent des gens qui ne fallait pas dans le système. Si aujourd'hui tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas. Aujourd'hui, on a la possibilité de taper le nom de l'enfant et de savoir, mais il est passé par quelle école, quel établissement, il a eu quel moyen, premier trimestre, deuxième trimestre, ainsi de suite. Et c'est ça la question, la professionnalisation de l'orientation qu'on peut donner à cet enfant. Parce que l'enfant là, au bac, par exemple, chaque fois, il a 17 en mathématiques, 17 de la seconde, ou bien même de la sixième jusqu'en terminale. Pourquoi l'envoyer dans une filière littéraire? Et quand on dit qu'il n'y a pas de l'orientation, il y a de l'orientation au niveau secondaire. Il y a les professeurs principaux, il y a les professeurs, ils s'asseyent et ils fouillent les bulletins de ces apprenants. Après le BPC, je crois. Oui, après le BPC. Je parle de la seconde jusqu'en terminale. Oui. Et donc, il a dit, l'enfant là peut faire telle série. D'accord? Et l'enfant là, on l'envoie dans telle série. Vous pouvez ne pas suivre l'orientation du conseil des professeurs. Mais le conseil des professeurs dit que l'enfant là, pour avoir obtenu telle moyenne jusqu'à telle année, c'est que l'enfant là peut faire telle série. C'est de la sixième en troisième. Et souvent, la plupart du temps, on ne suit pas ça. Parce que moi, je suis en psychologie, je suis en sociologie, je suis en droit. Je veux que mon enfant fasse le droit. Je veux que mon enfant fasse la psychologie, le sens de l'éducation, ainsi de suite. Et on redimensionne l'enfant dans ses orientations parce qu'on a des opportunités, des facilités d'insertion de ces enfants. Et ça crée aussi ces genres de situations en termes de... Ça biaise un peu. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction avec votre propre parcours? Si quelqu'un a 17 en maths depuis le CM2, qu'est-ce qui l'empêche d'être un bon philosophe? Ah oui, quand il a 17 en maths, il ne peut pas être philosophe. Qu'est-ce qui l'empêche? Et quand il a 17 en maths, soit il va faire la FAST. Historiquement, les grands mathématiciens ont toujours été... Il va faire la FAST. Oui. Hein? Quand vous allez questionner les grandes écoles en Allemagne, ils vont dire cet enfant, on le met en filet mathématique uniquement. Oui, c'est ce qui est normal. Ce qui est chez nous, oui, c'est qu'il peut faire la FAST, d'accord, il peut faire l'EPAC. Parce qu'il y a des filières où
c'est les mathématiques, c'est assis. Et donc, l'enfant là va se retrouver à ce niveau. Mais moi, par exemple, moi, je suis allé... Oui, mais tout à l'heure, on parlait de passion. Et si cet enfant qui réussit très bien en mathématiques, parce il est doué en mathématiques, mais a une appétence particulière pour la magistrature, par pour la exemple. magistrature, ou bien On va pas le lui ne interdire. passe que son temps que dans les grands oui, classiques oui. de philosophie, pourquoi l'empêcher L'empêcher d'aller vers la philosophie? En fait, il y a une démarche d'échange. D'accord? Et cet échange, c'est le travail que fait non seulement le psychopédagogue qui est commis au niveau des établissements et avec les professeurs. Et mieux encore, le travail qui devait être fait, c'est un travail où, indépendamment de ce qui est fait au niveau de l'école, c'est que dans la famille, dans la cellule familiale, que l'enfant ait la possibilité de dire je veux faire ci. Et on fait la jonction par rapport à ce qu'on lui a promis, ce qu'on lui a souhaité. De l'autre côté, on dit ah, mais à voir ce que tu fais là, tes performances là, tu peux faire ci. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'enfant agit, et l'enfant réagit, et l'enfant choisit. Et quand l'enfant va dans ce sens, on dit bon, voilà les opportunités qu'on te présente, lesquelles tu souhaites. En fait, nous faisons parfois de la dictature en fonction de nos opportunités qu'on voudrait que l'enfant fasse. Parce que l'on sait que quand il va venir ici, ah, c'est bon pour moi. Et on biaise un peu le choix de l'enfant. Parce que la culture dans laquelle nous vivons, nous sommes moulés, c'est que l'enfant n'a pas un choix. L'enfant subit le choix de ses parents. C'est comme ça. Et donc, systématiquement, l'enfant peut choisir le choix parce que cela est le choix du parent qui veut dépenser sur cet enfant. L'enfant dit, mais si je prends autre chose, si le parent ne me soutient pas, à quoi bon de choisir? Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu problématique, mais nous y sommes. Comment nous allons régler la question? Voilà la problématique. C'est pourquoi je vous remercie pour avoir instauré. Si cela doit s'arrêter ici, c'est pas fini. Comment nous allons régler la question? Oui, je voudrais intervenir ou réagir par rapport. Oui, parce qu'il a, je m'excuse, le professeur a soulevé beaucoup de questions. L'orientation, on est historiquement dans une logique de sélection. On a toujours été dans une logique de sélection par la nôtre. Les filières, quand on sait, vous performez dans telle filière, forcément, peu ou prou, vous allez atterrir dans tel autre type de formation. Comment on peut agencer tout cela dans cette émulation qu'on observe là, dans tout ce qu'il y a comme réforme du secteur? Déjà, je pense que je suis d'avis avec le docteur. La manière dont la sélection se fait aujourd'hui, elle n'est pas véritablement équitable. Parce que... ça, c'est une autre notion. Équitable vis-à-vis de qui? Oui, vis-à-vis... je parle d'équité ou d'égalité vis-à-vis du candidat. D'accord. Vis-à-vis du candidat. Les critères de sélection tiennent compte uniquement des notes obtenues au baccalauréat. Alors qu'on aurait pu remonter jusqu'en classe de seconde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, avant de vous inscrire dans certaines universités étrangères, les gens exigent les bulletins des 3 années successives, c'est-à-dire de la seconde, de la première, de la terminale, pour voir un peu quels ont été les différents parcours de l'apprenant dans les différentes matières principales de la filière dans lesquelles il voudrait s'inscrire. Normalement, c'est de cette manière qu'on devrait fonctionner. C'est parce que, comme il a dit, le candidat peut, pendant les 3 jours de composition du baccalauréat, ne pas se lever de bon pied. Oui, mais bon, ça arrive. Parce que sur la centaine de milliers qui va chaque année, bon, ça peut arriver de façon marginale. On a vu des premiers de classe échouer à l'examen du bac. Et cette année encore, il y en a eu. Donc, c'est dire que les notes obtenues au bac ne suffisent pas forcément pour orienter ou pour choisir, pour désigner les étudiants à faire telle ou telle autre filière. Il aurait été bien de remonter dans le temps. Mais comme cela se fait chez nous, malheureusement, on ne tient compte que de ces notes-là. Et je vais plus loin. Le premier du Bénin, en 2018, je me rappelle, avait eu 18,45 comme moyenne. Un enfant dans un village de Malanville qui a eu 15 de moyenne, qui n'a pas évolué forcément dans les mêmes conditions que le premier du Bénin, ayant eu 18,45, on pourrait les remettre en condition d'évaluation et ce dernier passera ou plutôt fera de meilleures performances que ce premier-là parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions d'études. Et en cela aussi, la sélection, elle est malheureusement injuste
Parce que si c'est deux-là, celui qui a obtenu 18, 45 et l'autre qui a eu 15, on devait les choisir pour une bourse. D'office, c'est celui qui a obtenu 18, 45 qui passe. C'est le principe. C'est comme les concours. Les concours sont toujours injustes. Bon. Justement, mais nous pensons que pour la sélection, par exemple, on doit remonter un peu vers la seconde pour opérer les choix. Par rapport à l'aspect, le docteur l'a évoqué, aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu plus de 3800, c'est bien cela, en sociaux et 6000 en géographie. Et le docteur pense que au soutien qu'il ne faut pas forcément s'orienter dans le sens de la fermeture de certaines filières, surtout au niveau des facultés. Moi, je pencherais plutôt pour une limitation des inscriptions. Les facultés ne doivent pas continuer d'être un foutre-tout où on met les étudiants qui n'ont eu nulle part où aller. Non. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin a encore besoin de milliers de géographes, de sociologues, de juristes? M. Gbemé nous l'a dit. Nous devons, compte tenu des politiques publiques, orienter l'inscription de nos étudiants dans les filières. À quoi bon continuer de laisser des milliers d'étudiants s'inscrire en sciences économiques alors qu'on sait... On ne parle plus d'orientation, parce que vous parlez de limitation. De limitation. Donc oui, non, mais c'est pas une imposition. On parlait d'envie tout à l'heure. Non, c'est pas une imposition. Vous savez, je rappelle, lorsque nous savons par exemple que actuellement nous avons des milliers de diplômés juristes qui n'ont pas à faire, il ne faut pas continuer de laisser les nouveaux bacheliers s'inscrire dans ce sens. Et quand nous parlons de l'arrimage entre politique publique et choix individuel, c'est les politiques publiques malheureusement qui prennent le dessus. Parce que je ne veux pas, dans un État où on n'a pas besoin de sociologues, faire la sociologie. Déjà, les politiques publiques, normalement, c'est eux qui mettent les moyens en discussion. Donc, forcément, ils ont un droit de préemption sur ce qui... Justement, et donc l'orientation doit se faire déjà à ce niveau. La sélection doit se faire à ce niveau. Moi, quand j'entends qu'il y a des milliers d'étudiants diplômés en géographie et qu'on continue d'en laisser s'inscrire en géographie, c'est que ça pose un problème. Nous ne savons pas, et c'est en cela que je voudrais encourager à faire un regard ou avoir un regard plus sérieux vers les filières porteuses aujourd'hui. Il y a aujourd'hui quand même des domaines vers lesquels on pourrait orienter. M. Bemenou ne dira pas le contraire. L'agrobusiness, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'économie numérique, les bâtiments et travaux publics, l'économie verte. Mais pourquoi est-ce que dans les universités aujourd'hui, ne faisons pas l'option d'ouvrir ces filières, de permettre aux étudiants qui ont cherché partout, qui n'ont trouvé nulle part, de les recevoir là, plutôt que de les laisser s'inscrire en géographie, en sciences économiques. Ce que vous dites est important, mais ça pose un problème. Pourquoi on devrait réorienter ceux qui n'ont trouvé nulle part à aller vers des filières qu'on voudrait promouvoir? Ça pose un problème. Là, on est toujours dans un choix par défaut. Ils n'ont trouvé nulle part où aller parlant des performances qu'ils ont obtenues au bac. Le gars aurait voulu, par exemple, avoir une mention bien pour faire les packs. Malheureusement, il a obtenu une mention passable. Et comme la sélection se fait de façon en griffe, pas équitable comme je l'ai dit, il ne faut pas le laisser aller quelque part où il va souffrir davantage. Parce que celui-là qui a eu la mention passable, on le laisse s'inscrire en philosophie alors qu'il ne voudrait pas devenir enseignant. On le laisse s'inscrire en sciences économiques alors qu'on sait qu'il n'a pas les performances pour affronter les mathématiques. Il vaut mieux l'orienter dans une filière où dans 4 ans au plus, il a fini son cycle, il peut déjà se prendre en charge avec le domaine qui entre en ligne de compte, par exemple, des objectifs que l'État, c'est-à-dire les politiques publiques... Je ne pose pas de questions ici, mais je pense que s'il n'y avait pas le département de psychologie et de sciences de l'éducation, il ne serait pas en train de faire une proposition pareille. Et donc, par conséquent, vous voyez que, en fait, la professionnalisation, ou bien lorsqu'on dit que tout le monde n'a qu'à être professionnel, on ne peut jamais être professionnel à 100%. Il faut des gens qui fassent du généralisme pour réorienter même le professionnel qu'on a orienté. Mais il faut limiter. Il ne faut pas laisser... En fait, je parle de limitation. Ce n'est pas utile, j'insiste là-dessus, ce n'est pas utile de laisser des milliers de diplômés sans emploi dans une filière et de continuer, en fait, c'est ça aussi, et de continuer par en recevoir. La problématique, là, je donne la parole, la problématique de gestion de flux. Et le professeur le posait tout à l'heure. Si vous limitez, par exemple, on donne l'exemple en sociologie, en géographie,
Et tout ce flux, vous le redirigez, est-ce que le même phénomène ne se reproduira pas aussi vers ces filières-là vers lesquelles vous dirigez cette limitation? Non, je ne pense pas. Et le sérieux pas je du ne fait pense pas. que, en fait, dans ces filières prioritaires, Oui. il faut une limitation. Si c'est devenu importante, le ratio étudiant-enseignant prendra un coup et on ne vous prendra pas au sérieux par rapport à la formation de tout ça. Ça, c'est encore un autre. Mais On va laisser s'il M. vous plaît. Gbemenou. Bon, je pense que c'est moi, et il faut le débat, on doit revenir sur terre. Et tout à l'heure, je vais repréciser mes pensées pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et en réalité, moi, je ne suis pas pour la fermeture des filières. Et je n'ai pas suggéré aussi une Oui, et je fermeture. ne suis pas également aussi qu'on soit dans la limitation. C'est-à-dire, dans les réflexions, est-ce que le Bénin a besoin du tel nombre de géographes? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas former en géographie. Moi, tout le monde a besoin de connaissances. C'est pourquoi dans ma prise de parole, j'ai insisté à ce qu'on forme l'homme. Il ne faut pas former des diplômés, forcément. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre former l'homme et former des diplômés. Lorsque vous formez des diplômés, ils peuvent devenir chômeurs demain. Et la filière, qu'on se dit, la filière qui est porteuse aujourd'hui, rien ne prouve que d'ici 2 ans, 3 ans, cette filière devient dégette, ou bien ne soit plus porteuse. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est pourquoi moi j'ai dit, lorsque tout à l'heure j'ai suivi le docteur qui a dit par exemple qu'au niveau de la faculté des sciences humaines et sociales, il y a des réformes qui sont en cours et les professeurs ont fait un séminaire pour réfléchir sur, disons, comment revoir les curricula de formation pour les adapter donc, au profil et donc qui sont sur le besoin du marché du travail. Donc, en réalité, le gars, il a la passion pour la sociologie, on le laisse faire de la sociologie. Il a la passion pour la linguistique, on le laisse faire. Mais moi, dans les réflexions, on doit faire des doses de modules de sorte que ces modules doivent le former pour qu'il soit un autre complet, de sorte que même si on le prend du Bénin, on le dépose n'importe où sur la planète, il doit pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, c'est ce que moi j'appelle former l'homme. C'est-à-dire, on te forme, ce qui est sûr, le circuit de recrutement au Bénin n'est pas élastique, vous l'avez déjà dit. Donc, on ne peut plus continuer par recruter l'État béninois. D'abord, la vocation de l'État, ce n'est pas pour créer de l'emploi, non. C'est pour créer les conditions favorables aux entreprises de recruter. Je suis d'accord. Donc, on forme l'homme de sorte qu'en dehors de la géographie, les différentes, disons, unités de valeur que nous avons, il y a des modules. Lorsque vous activez en quelqu'un les modules sur, disons, le développement personnel, par exemple, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, sur le militantisme, le volontariat, lorsque vous activez convenablement ces modules en quelqu'un, il peut faire la psychologie, il peut faire la sociologie, il peut faire le droit n'importe où. Lui, il va pouvoir trouver son chemin dans ce qu'il a appris comme connaissance générale. Il doit pouvoir capitaliser quelque chose par rapport à son orientation, son projet personnel pour pouvoir donc s'en sortir. C'est de ça que moi je parle. Je ne suis pas dans la logique. Tout le monde a besoin de connaissances. Et les gens n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas forcément les moyens pour aller s'inscrire. Les 400 000 dans les écoles, les 600 000 les écoles, c'est pas facile. Mais au moins l'université, les facultés sont là pour accueillir tous ceux qui ont besoin d'avoir des connaissances générales et on les forme. Et notre ami, lui, il est dans la logique de limiter. Bon, c'est son opinion. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas limiter. Si le gars, il peut être 20 000 en première année, sur les 20 000, si c'est 2 000 qui arrivent à s'en sortir, ce qui est sûr, il y a le filtrage naturel. Quand ils sont 3 000 en première année, il faut aller voir le taux de sortie. Je ne sais pas vous voyez. Donc c'est bien, la base est bien large, mais le sommet est très bien rétréci. Donc moi, ce que je veux qu'on retienne ici, il y a déjà des initiatives sur les campus. Tous ceux qui ont fait le volontariat, par exemple, de l'UAC, c'est des réformes qui sont rentrées dans le système éducatif. Il y a aujourd'hui des filières, après 2 ans, on vous envoie en stage pratique dans des entreprises. Et c'est parce que les étudiants aussi n'ont pas les informations. Vous pensez que quelqu'un qui a fait la géographie, il n'a rien à faire dans les écoles pour aller faire les cours et les cours. Non, non, non. Quand tu es un géographe, un sociologue, tu n'as pas à perdre ton temps pour aller donc enseigner dans un collège. Tu as un développeur communautaire. Tu dois réfléchir et voir comment tu vas mettre ton savoir,
tout ce que tu as eu comme connaissance au profit donc de la communauté et dans ce travail d'être utile à toi-même et à la société, tu trouves ton compte. C'est ce que nous faisons. Oui, au-delà des questions inhérentes à cette problématique, les questions, les logiques de sélection, de limitation, de filière, ainsi de suite, si nous nous mettons à la place d'un parent qui nous suit ce soir, peut-être que la seule logique qui lui importe, c'est qu'est-ce que mon enfant trouve comme boulot à la fin, est-ce qu'il pourra se prendre en charge, est-ce qu'il pourra gagner son pain au quotidien, au-delà de tout ce qu'on pourrait lui dire, d'innovation, de nouvelles filières, de nouveaux métiers, ainsi de suite. Ceux qui nous suivent, c'est la problématique qu'un parent, disons lambda, pourrait avoir à l'esprit. Donc, par rapport à cette attente, et quel est le bon curseur? Je sais qu'il n'y a pas de curseur idéal. Quel est le bon curseur pour une politique publique efficace dans ce domaine qui puisse allier un peu les limitations de budget, de ressources qu'un État peut avoir avec l'envie d'implémenter une politique éducative efficace et surtout efficiente? Oui, vous savez, en termes de politique publique, il revient aux acteurs publics de dire ce qu'ils souhaitent pour ce pays. Et quand je regarde la façon dont ce pays est gouverné aujourd'hui, ces acteurs ont une ligne directive. Et ils se disent qu'en fait, aujourd'hui, nous pourrons faire telle chose dans tel domaine. Et il leur revient de nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et mieux encore, ils nous disent, dans nos entités respectives, voilà ce que vous avez à faire. Voilà ce que nous souhaitons que vous allez faire. Et ça nous amène à revoir un peu la façon de faire. Vous imaginez que, bon, c'est vrai que la situation de Covid nous a amené à revoir la façon de faire les enseignements. Et donc, et même cela ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça existait. Vous voyez, et la mise en œuvre ou bien la contrainte a été la situation de Covid. Et la politique publique, c'est ça, la politique éducative dépend de la politique publique. La politique centrale, l'orientation, c'est l'État central qui donne. Et les acteurs éducatifs sur la chaîne éducative du niveau maternel, primaire, secondaire, supérieur, on suit la politique éducative. Et si l'État aujourd'hui nous dit il faut être dans cette dynamique, il y a des formations professionnelles qui sont faites dans nos universités à Calavi. Quand on dit géographe, il n'y a pas que de géographes. Il y a les géographes spécialistes en aménagement du territoire. Il y a des géographes spécialistes en environnement. Il y a des géographes spécialistes en analyse de l'information et du système de GPS. Quand vous venez en sociologie, il y a les sociologues les sociologues en santé, les sociologues en analyse de la gestion de la culture, les anthropologues, des sociologues du développement. Quand vous allez au niveau des historiens, quand vous allez au niveau de l'histoire, il y a ceux qui sont spécialistes en archéologie. Vous voyez, quand vous allez au niveau de la philosophie, pour avoir le bac, il y a ces différentes filières. Non? Mais il faut former des gens pour pouvoir former ceux qui doivent compétir au niveau composé dans ces filières. Et donc, vous voyez, quand on parle de professionnalisation, il faut... Non, mais c'est vrai, mais on ne peut pas tout professionnaliser parce que le système général nourrit ce qui est professionnel. Et les acteurs eux-mêmes savent. Et donc, vous voyez, dans une équipe de football, on a besoin d'un psychologue. Le psychologue qui va former le psychologue, c'est chez nous, à la faculté. Vous voyez, le psychologue, c'est celui-là qui, même dans une entreprise, il y a, par exemple, au niveau de la FACH, il y a les PTO. Hein, c'est la psychologie du travail et des organisations. Ces acteurs ont besoin, c'est que les entreprises, les firmes, ces différentes firmes ont besoin de ces acteurs qui sont formés, qui ont eu des formations dans ces différentes à les opérationnaliser. Aujourd'hui en sociologie, avant de finir, vous allez faire des stages de formation, des stages d'immersion. Vous allez faire des sorties pédagogiques, vous devriez faire et c'est la même chose dans les systèmes de la géographie, en philosophie et en histoire. Ils vont sur le terrain pour avoir des éléments pratiques et pragmatiques
par rapport à ce qui se passe, la théorie et la pratique, quelle est la différenciation pour que ces acteurs, quand vous les appelez, ils vont vous produire ce qui doit être et ce qui est. Vous voyez? Et donc, en fait, l'État est dans une dynamique de professionnaliser, mais l'État voit que, en fait, ces acteurs, on ne peut pas. Il y a également aussi, excusez-moi le terme, le quota que l'État peut donner dans la formation des professionnels dans les universités, dans les écoles professionnelles. Si ça dépasse trop, on ne vous prendra pas au sérieux. Vous voyez? Et donc, voilà un peu. L'État, vous voyez, on est en Afrique, on prend tout et on exécute tout sans tenir compte de nos réalités, mais avec les acteurs en place, on essaie de faire l'arrimage de ce qui est et on finit par donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ceux que nous formons. Et mieux, ceux que nous formons, je vous assure que quand ils sont mis dans les mêmes conditions que ceux-là qui sont formés ailleurs, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. À défaut de ce que nous avons, ce que l'État nous donne, cela n'est pas ce que l'État devrait nous donner, hein, mais le minimum que l'État nous donne, on fait le meilleur de nous-mêmes. Mais on demande à l'État de donner le maximum pour voir ce que ces enfants deviendront. Si ces enfants n'ont pas besoin de se réveiller à 4 heures pour un cours qui doit commencer à 11 heures, ça veut dire qu'entre 4 heures et 11 heures, ces enfants peuvent dormir et faire des recherches et venir être plus requinquants, être plus assidus, plus productifs quand l'enseignement va commencer à 11 heures. Mais vous voyez que ça fait partie des désirables. Quand l'étudiant, on va faire un cours en ligne. Moi, j'ai fait mes cours en ligne l'année passée. Mes cours présentiels, j'ai au moins minimum 500 à 800. Mais les cours en ligne, j'ai 23, 20, 19. Vous voyez? Et on va me juger par rapport au nombre d'étudiants qui ont eu leur moyenne dans ma matière. En fonction de tout le monde. C'est pas la même chose. Je serais malheureux. Vous voyez? Voilà un peu. On ne va pas entrer. Les réalités du secteur. Je voudrais, oui, avant que pour compléter un peu, vous allez réagir. Hein, je ne vais pas vous laisser occulter votre point. Mais est-ce que pendant longtemps le système n'a pas parti de la trop grande présence ou bien la préséance du diplôme? Est-ce qu'on n'a pas eu on ne partit pas de ce que j'appelle la fétichisation du diplôme sur les compétences, et que le système, en tout cas, n'a jamais réussi à développer, à mettre le curseur sur le développement plutôt des compétences. Mais voilà, mon enfant doit être ci, je dois être ça, je dois avoir un master, un doctorat. Aujourd'hui, pratiquement le doctorat se banalise presque. Est-ce qu'on n'est pas le système d'orientation, tout le système d'ailleurs n'a pas parti un peu de cette pesanteur sociologique? Bien évidemment, vous savez, dans notre pays, nous faisons le culte du parchemin. C'est plutôt le diplôme qui est valorisé au lieu de valoriser ou de mettre en valeur la compétence. Et cela crée bien de dommages. Aujourd'hui, nous avons des cadres de ce pays qui n'ont pas véritablement reçu des formations dans certains domaines, mais qui sont très compétents dans les domaines en question. Il faut peut-être renverser la tendance et davantage privilégier ce que la personne est capable de faire et de rendre. Vous savez, je voudrais citer un exemple, une des mesures des dernières réformes dans le système éducatif qui, m'a semblé en fait aller dans le même sens que ce que nous disons. Il y avait par exemple des enseignants de français qui, de base, avaient reçu des formations en géographie, en sociologie, en droit, voilà. Mais quand il a plu au ministère de faire une réforme pour les aspirants, on a interdit, on a empêché ceux qui sont détenteurs de diplômes en droit, en sociologie, les filières que je viens de citer, et qui enseignaient depuis des années le français, on les a empêchés d'aller composer. Parce que simplement, à la base, ils n'ont pas fait les lettres modernes ou la linguistique. Et moi, j'ai condamné ce fait parce que je dis parmi eux, il y en a qui n'ont jamais fait lettres modernes, mais qui n'ont rien à envier à ceux-là qui ont fait les lettres modernes, parce que la passion déjà qu'ils ont eue pour la langue a fait d'eux de bons enseignants de français. Et je dis plus loin, ça aurait été l'occasion la meilleure pour le ministère de jauger de leur capacité, de leur potentiel. Les gars ont dit,
qu'ils sont enseignants de français malgré qu'ils aient fait le droit ou bien la sociologie. Mettez-les en compétition à l'épreuve pour les juger, pour les jauger, mais ça n'a pas été fait. Et donc, cela a causé un gap énorme que le ministère a eu de la difficulté, de la peine à combler parce que tout cela était sorti du lot des enseignants de français. L'ANPE a battu des pieds et des mains pour juguler ce déficit. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Donc, vous voyez, dans notre pays, nous faisons véritablement le culte du diplôme, alors qu'à la base, il faut pouvoir mettre les gens, les individus en action pour voir de quoi ils sont capables. Et ça doit déjà partir des orientations à donner à notre système éducatif parlant de la révision des curricula de formation. Monsieur Demenoy parlait tout à l'heure du développement personnel, de l'auto-emploi. Dans notre système aujourd'hui, du CI jusqu'en terminale, il n'y a aucune matière qui prépare l'individu ou le futur diplômé à se prendre en charge, quand bien même il a fait la géographie, la sociologie, qui ne trouve à faire, qui ne lui permet pas de se prendre en charge. Et c'est bien dommage. C'est bien, quand vous êtes juriste, c'est vrai que nous pensons à une limitation, mais quand vous êtes juriste, bien formé, vous avez assez d'opportunités. Mais si l'étudiant à la base n'a pas été formé à se prendre en charge, à se créer des opportunités, c'est que c'est peine perdue. C'est véritablement peine perdue. Et c'est ça davantage qui nous différencie des pays anglophones. De l'autre côté, ce n'est pas le diplôme qu'on privilégie, mais c'est plutôt la compétence, ce que vous savez faire. Et donc, quelqu'un peut venir aujourd'hui. Parce que ça, on a l'habitude de le ressasser, mais quand on regarde les statistiques, on a les mêmes problématiques de taux de chômage. On a les mêmes problématiques. Alors, comment cela se fait qu'on vante un modèle différent, plus professionnel, alors qu'on a les mêmes problèmes de pauvreté, on a les mêmes problèmes de chômage. Mais pas au même taux. Pas au même taux. Pas au même taux. Il faut bien regarder les chiffres. Les dernières statistiques parlant des pays prospères en Afrique, les 10 premiers dans la liste, ce n'est que des pays anglophones. Oui, mais la prospérité ne va pas avec si on vous donne le taux de chômage. Ce sont des données abstraites. Ce sont des données abstraites parce que le système mis en place dans les pays développés n'est pas le même système mis en place dans les pays sous-développés. Je prends mon pays, le Bénin. Vous imaginez que quelqu'un qui difficilement a son âge de naissance, à quel moment on sait qu'il a fini? Vous voyez? Et dans les pays développés, on sait que celui-là, quand il a fini, il est venu demander l'emploi. Quand moi j'ai écrit ma demande là, est-ce que le système est tel que ma demande est prise en compte parce que je l'ai écrit une fois et demandé l'emploi? Ou bien quand on m'a remercié dans une structure donnée, j'ai fait mon stage, on m'a remercié. Est-ce que le système est tel que le fait qu'on m'a remercié est déjà capitalisé? Non. Et donc, voilà un peu le structure de capitalisation en termes de calcul des taux de chômage, c'est biaisé. Vous voyez? Mais les économistes ne seront pas d'accord avec nous. J'allais réagir aux interventions précédentes du docteur. Déjà, je voudrais demander au docteur, est-ce qu'il est fier, en tant que professeur d'université, d'avoir 1500 ou 2000 étudiants en face de lui? On m'a dit que c'est moi qui pose les questions. Bon, ok. Non, je vais répondre, monsieur Joulal. Non, ok, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de fierté à voir qu'on est face à 6000 étudiants, à 4000 étudiants. Le docteur a dit, ou M. Gwemena a parlé du filtrage naturel. Je suis d'accord. Mais si à la base, nous étions 5000 étudiants, pas fini, en 4e année, il n'y a eu que 1000 qui ont obtenu leur parchemin. Ça veut dire que les 4000 restants sont en bachotage ou en ballottage. Pourquoi ne pas plutôt les réorienter? Et c'est ce dont je parlais. Ne leur permettons pas, ne leur laissons pas le temps de perdre des années sur des années avant de se retrouver, avant de s'orienter efficacement. C'est ce dont je parlais. Qu'on limite donc les inscriptions, tenant compte, et malheureusement il se fait que dans notre pays, aucune étude n'est faite dans ce sens. Pour voir, bon, lorsque 6000 étudiants sont inscrits en sciences économiques, combien sont parvenus à s'en sortir sur les 10 dernières années? Et c'est à partir d'une étude de ce genre qu'on peut opérer cette limitation dont je parlais. Parce qu'il ne servira à rien, absolument à rien, de laisser des milliers d'étudiants s'inscrire dans une filière alors qu'on sait qu'il y a deux problèmes. Le premier, ils ne pourront pas tous aller en fin de formation. Et le second, le marché de l'emploi ne leur est pas
au vert. Déjà, je voudrais faire un clin d'œil et dire, aujourd'hui, la COVID-19 s'est imposée et les étudiants ont eu droit à des cours en ligne. Dans les coins reculés de notre pays, il y en a qui n'ont pas Internet. Il y en a qui n'ont pas Internet. Et le docteur l'a dit, de 800, il est passé à un effectif de 23 qui suivaient les cours régulièrement. Mais les autres, les 777 là, que deviendront-ils puisqu'ils ont été évalués? Ils ont été évalués sur les cours en ligne. Et donc, cela pose aussi un autre problème. Je voudrais aborder un dernier aspect. Le docteur a dit, dans une équipe, dans une équipe de foot, nous avons besoin de psychologues et tout. Je suis d'accord. De ces formations, je suis d'accord. Mais à quelle proportion? Vous savez, c'est en 2001 que la faculté a initié la création du département de psychologie des sciences de l'éducation. Mais jusqu'à ce jour, l'État béninois qui a investi dans la formation de ces milliers d'étudiants, qui a payé les enseignants qui les ont formés, ne s'est jamais imaginé qu'on pouvait recruter ces professionnels-là pour les écoles du Bénin, histoire de ressusciter le système éducatif. Il y a un paradoxe. Parce que là, on se demande pourquoi avoir injecté si tant de millions pour former les gens quand on sait qu'on ne veut pas les employer. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller vers les ONG pour se faire recruter, d'aller vers les structures, les organismes internationaux pour se faire recruter. Ce n'est pas possible. Nous avons créé cette filière parce que nous pensons que ces spécialistes de l'éducation ou ces psychologues seront utiles à nos hôpitaux, à nos centres sociaux ou à nos écoles pour relever le système éducatif. Moi, je pense qu'on pourrait, par exemple, pourquoi pas, solliciter leur apport. Un peu comme on le fait pour les conseillers pédagogiques, pour les inspecteurs. Recruter les psychologues de l'éducation par zone. On peut dire, on met 3 écoles ensemble, le CGB Gamin, le CGB Saint-Rita, en tout cas les écoles qui sont dans la même zone géographique. Là, je pense que c'est un projet de réforme, pas personnellement pour nous. Mais cela, il va aussi des sociologues, des géographes, puisque quand on est géographe aujourd'hui, il n'est pas dit que vous êtes condamné à enseigner. Non. C'est pas possible. Voilà. Donc là, Non, je suis la question. tout revient à la problématique qui est votre spécialité, la problématique de l'emploi, du marché, et ainsi de suite. Oui. Ça dit quoi? Dans les réflexions tout à l'heure, ça me titillait. Pourquoi? Parce que la limitation dont vous parlez, lorsqu'on fait le point de ceux qui ont fait des filières avec les domaines, les studios qui les accueillent, quand vous faites une étude, c'est à peine 10% qui sont vraiment dans les filières, c'est-à-dire en termes de vie active là, ils sont dans les filières qu'ils ont eu à faire. Je ne sais pas, vous comprenez. Oui. Les gars qui ont fait la communication peuvent se retrouver aujourd'hui ailleurs comme enseignants. Celui qui a fait l'économie, il est devenu chef programme ou bien assistant de projet dans une organisation, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en réalité, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, ils veulent le savoir, il faut leur donner donc du savoir. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui permet donc de régler ce problème de limitation, il y a ce qu'on appelle la reconversion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sur le marché du travail, vous avez fait la psychologie, vous avez fait la géographie, vous avez fait les PAC, etc. Mais vous finissez CBG, vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas de... Mais il y a une possibilité de vous faire donc de la reconversion pour que vous soyez utile dans une entreprise, dans une industrie par exemple, pour être beaucoup plus efficace. Ça, c'est des possibilités qui existent. Donc, moi, je pense que sur ces deux aspects, on peut donc permettre à tout le monde d'avoir la connaissance. Les diplômes, bon, il n'y a pas un système de capitalisation des compétences au Bénin. Et tout ce qui est concours que nous avons, tout ce qui est recrutement, on vous aligne. Ce qui fait que les gens arrivent par tous les moyens à obtenir les attestations de bien fait, même s'ils n'ont jamais fait, et disons, la chose, ou bien le service, ou bien ils n'ont jamais fait, ils vont trouver quand même des voies et moyens pour prouver qu'ils ont été, parce que c'est le diplôme qui est valorisé chez nous. Ce n'est pas la compétence, ce n'est pas ce qu'on sait faire. Ça veut dire quoi? La doléance, c'est de permettre au système éducatif de commencer par valoriser, pas capitaliser les compétences. J'ai peut-être le bac ou bien j'ai eu le BPC, mais juste après le BPC, j'ai passé tout mon temps à faire des enquêtes, à traiter des données, mais je ne suis pas statisticien. Celui-là qui après le BPC a commencé par faire les enquêtes, et il a 15 ans d'expérience empirique dans cela, mais si toi tu as fait l'INAM là, tu fais statistique 3 mais FADESP là, il va faire l'interprétation des données plus que toi. Mais quand on va vouloir recruter,
dira Il n'y a rien celui qui qui a les mêmes capitalise à ce dernier, donc, tous ces expériences et d'expérience. Donc, ça, c'est des faiblesses de notre système éducatif qu'on doit pouvoir donc relever. Dernier élément que je tiens à soulever, c'est les diplômes. Vous avez parlé de la psychologie qui ne recule pas. Le chômage même, c'est une opportunité. Ce que vous venez de dire, ça, c'est déjà un projet que 2 à 3, et en offre tout à l'heure avec le journaliste, nous on discute. Nous n'étions pas psychologues, mais on a initié des trucs. On était débordés. Les gens ont des difficultés dans ce pays. Tout le monde a besoin d'un psychologue. Moi-même qui suis ici, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un psychologue pour me relever. Parce qu'il arrive des moments où les situations vous pèsent là-dessus, où vous n'avez personne à qui il faut se confier. Mais c'est votre travail de pouvoir orienter celui qui est dans qui est en train d'aller dans, disons, la déviance. Oui. Parce que vous voyez les gens qui sont seuls sur la voie qui parlent, vous pensez que, ou bien les seuls, la dépression, c'est ça, c'est le mot que vous voulez, ou bien ils tombent sur sa moto seul, mais c'est parce que quelque chose ne va pas. Mais il n'y a personne pour l'écouter. Or, c'est votre travail. Ça veut dire que l'État, on doit travailler pour que ces filières, ces diplômes soient reconnus. Je suis d'accord. C'est comme la prospective. Moi, et que la profession soit valorisée. Je suis d'accord. Quand tu as fait un master professionnel en prospective, stratégie de développement, mais dans tous les ministères, nous savons qu'il y a une direction de la programmation de la prospective. Mais il n'y a jamais un concours pour recruter les spécialistes en prospective. Or, la prospective déjà depuis la maternelle, on doit pouvoir enseigner cette discipline pour que le petit, déjà à 6 ans, puisse se projeter dans l'avenir pour dire, dans 15 ans, là, je veux devenir telle chose. Oui, et ça doit le motiver. On vous répondra quand même Oui. que la dynamique de ces dernières années, Oui. c'est que le petit de 6 ans ne rêve pas aller travailler dans un ministère. Oui, c'est ça. Oui, Il faut parce cultiver ça aussi en lui. Oui, oui. Sinon, c'est Peut-être la- qu'on a un peu trop cultivé ça pour aller faire de la prospective. Donc, Oui, merci beaucoup. On n'a pas besoin de trop épiloguer. on va conclure le débat. C'est vrai que le débat, il y a beaucoup d'aspects qui transparaissent dans ce débat. Oui, mais le temps passe très Très vite. vite. Et nous vous remercions d'abord pour l'audace, pour le courage, pour avoir abordé cette problématique centrale qui dénote de la vie centrale même de notre génération, aussi bien actuelle que future. Parce que si une génération actuelle bien orientée donne une orientation de développement à notre pays, à notre nation. Et ça participe également à aider les politiques publiques dans le fonctionnement, dans le développement de notre pays. Dans les options Dans les options, et ainsi de suite. Je pense qu'il nous revient à choisir les bonnes options. La politique publique ou l'État central, il nous revient à choisir les bonnes options pour pouvoir orienter et pour pouvoir demander aux acteurs d'orienter les uns et les autres pour que notre système éducatif ne soit pas déconnecté de la réalité ou du monde professionnel ou de marché du travail actuel, parce qu'il y a de la mutation sociale en ce qui concerne les emplois. Et donc, il nous revient à demander, à amener les acteurs. Si vous avez des acteurs qui forment et que vous ne formez ces acteurs, ils ne peuvent pas être efficaces pour la formation actuelle, pour les formations actuelles. Donc, je pense que dans notre ministère, celle qui est là, Madame la Décan, elle fait un bon travail. Il faut quand même qu'elle soit accompagnée du point de vue central et que les acteurs soient reconnus dans leur niveau actuel, soient traités et que ce qui doit être fait au niveau, même au niveau inférieur, parce que c'est le primaire qui dote les acteurs pour le secondaire, ainsi de suite. Quand vous formez quelqu'un qui fait le génie civil et que cette personne doit faire le génie civil, qui doit enseigner le génie civil? Donc il faut forcément des gens pour enseigner le génie civil. Donc vous voyez que ce n'est pas que le professionnel, mais le professionnel doit former celui qui n'est pas professionnel pour être professionnel. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Merci beaucoup. Monsieur Goto, pour le mot de fin. Merci, mais je voudrais Allez, convier le docteur. Le travail qui est en train d'être fait à l'université pour revoir un peu les formations et tout, je pense qu'il faut aller plus loin et descendre à la base, parce que tout à l'heure le docteur a donné un certain nombre de détails, de possibilités qui sont offertes aux spécialistes ou aux étudiants en fin de cycle en géographie, mais ils n'ont pas ces informations. C'est la première fois que moi je l'entends, par exemple. Ces différents démembrements
qu'on pourrait embrasser quand on a fait la géographie. Et donc, à la base... un peu plus d'informations. Non, mais nous, on a le bac. nous, on a le prospectus. Le prospectus Oui, mais c'est dit qu'il ne faut pas qui attendre. enseigne même jusqu'au niveau. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vas Mais- même sur le site de l'université, quand tu vas sur le site de la FACH, Oui, hein, vous tapez la géographie, la psychologie, je suis l'histoire, d'accord, sciences de je suis d'accord, l'éducation. docteur. Vous avez tous les prospectus. Mais c'est quand ils ont le bac qu'ils ont ces informations. Or, on pouvait le faire plus tôt. Déjà en classe de seconde ou de première, les écoles catholiques aujourd'hui au Bénin réunissent leurs apprenants en première. Ils font ce qu'ils appellent la journée diocésaine de l'orientation. Donc en première déjà, ils ont ces différentes informations. Pourquoi ne pas l'implémenter pour les enfants du public? C'est en fait ce c'est que une je politique suggérais. nationale. Mais c'est à vous aussi de faire des suggestions pour que la politique, pour que les politiques que nous avons puissent changer les donnes, parce que justement, c'est vous qui donnez l'information, c'est vous qui donnez la formation. Et c'est votre fierté de savoir aussi que les étudiants que vous avez formés sont en train de réussir leur vie. Donc je pense que les suggestions peuvent venir de toutes parts. Je voudrais remercier une fois encore ETélé pour cette opportunité qui nous a été donnée et encourager davantage ce qui se fait pour le développement de notre pays à partir de la formation des générations qui prendront la relève d'ici les années à venir. Et surtout, que les politiques tiennent compte, comme nous n'avons cessé de le dire, des orientations à donner pour avoir le type de citoyen capable de développer notre pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Monsieur Bemenou, C'est à mon tour de vous remercier aussi pour ce qui est sûr. Le débat ne peut pas être achevé Le et débat terminé. est vaste, Et ce que moi je souhaiterais, c'est que la définition des politiques publiques doit tout faire pour prendre en compte les différents parties prenantes, les différents acteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas définir une politique publique dans le domaine donc, de l'éducation sans associer le marché du travail, les acteurs du marché du travail, sans associer la chambre du commerce et d'industrie, les opérateurs économiques, le monde des affaires, pour que, c'est-à-dire tous ces acteurs doivent se mettre ensemble pour élaborer, pour définir les politiques publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays, c'est une chance, la Commission nationale de l'éducation. Et le conseil national de l'éducation. Il y a une autre commission, mais il faudrait que je me dis que ceux qui sont à l'intérieur de ces creusets, de ces institutions, doivent être des gens suffisamment outillés, expérimentés, qui ont vu ailleurs. Donc moi je pense que c'est des trucs qu'on peut implémenter ici chez nous. Et comme ça se passe ailleurs, chaque localité, il y a ce qu'ils appellent les comités provinciaux d'emploi. Je prends le cas du Maroc, par exemple. Les comités provinciaux d'emploi, dans chaque département, c'est dirigé par le préfet ou bien le chef de la province, où tous les différents acteurs sont là pour discuter des questions donc de l'éducation, de l'employabilité des jeunes, de l'insertion et de leur positionnement, parce qu'ils savent que c'est une bombe à retardement pour le pays. Et chaque fois, donc c'est des choses qu'on peut aussi implémenter, et c'est l'orientation qui est à la base de tout. Parce que quand vous vous orientez mal, ça dit le lendemain... C'est difficile à rattraper. Ah oui, c'est difficile. Merci M. Bemenou, merci Dr Bruno Monchor. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste de la débrouille et de la déviance. C'est tout un programme. Merci M. Bemenou Komlan Maurice, expert en système d'information sur le marché du travail et promoteur de la bourse de l'emploi et de la formation. Et dit Camille Koto, psychopédagogue. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, pardonnez-moi. Le débat se poursuit sur toutes nos plateformes numériques. Je vous rappelle la chaîne YouTube Télé Bénin, la page Facebook Télé Live, l'application Télé Bénin. Je vous retrouve lundi prochain pour une autre thématique du débat technique. Bonsoir chez vous.